Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM. Vigile Arouansé, mon complice habituel est Titi, comme chaque dimanche, pour honorer nos auditeurs. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors Vigile, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette 141e édition de notre émission. Vigile, nous recevons ce matin un personnage prodigieux. Il est jeune, mais a un pédigré impressionnant de militants habitués aux arcanes du pouvoir. Lancé en politique vers 2005 au crépuscule du dernier quinquennat de Mathieu Kérékou, il s'est fait remarquer en soutenant à l'époque une improbable révision de la Constitution destinée à rallonger le bail présidentiel du vieux général à la tête du pays. De Mathieu Kérékou à Patrice Talon, il s'est fait remarquer aux côtés de Kamaro Fassassi, Valentin Aditi Roulé et bien évidemment de Boni Yayi, dont il fut l'un des plus dévoués militants et zélés défenseurs. Un temps porte-parole des Fous du Roi, nommé conseiller technique à la jeunesse, puis conseiller chargé de l'emploi des jeunes de Boni Yayi en mars 2015, il a crânement et bruyamment annoncé son opposition au régime de Patrice Talon le 3 septembre dernier, après lui avoir déclaré sa flamme le 23 mars 2016. Très productif en matière de création de mouvements politiques, il a successivement porté sur les fonds baptismaux le MAMES, le RNJB, l'UJPB et enfin le GMR. Ne vous y trompez pas, son GMR se définit comme Galion des mousquetaires pour la République. Fred Aldiano Renou, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour aux auditeurs de Soleil FM. Merci de venir comme ça, expliquer, analyser, commenter avec nous l'actualité vue sous l'angle des actes posés et de la parole entendue. Alors, Fou du Roi, progressiste, mousquetaire, et j'en oublie certainement, vous changez constamment d'identité, Fred Renou. Pourquoi ce besoin perpétuel de mutation? Fred Renou serait-il en quête d'une identité politique qu'il peine à trouver? Qu'est-ce que c'est? Les terminologies ne doivent pas vous secouer, peu importe ce qu'elles... c'est l'essentiel du message véhiculé par cette terminologie qui doivent intéresser nos compatriotes. Qu'on soit passé de Fou du Roi, qu'on soit progressiste et qu'on soit aujourd'hui mousquetaire, ces trois terminologies ont en commun une seule et unique chose, la nécessité de s'organiser pour défendre la patrie, pour défendre la République, ce que nous avons de commun, pour défendre les plus marginalisés de la République. Et donc voilà, c'est en ce sens qu'il faut comprendre toutes ces différentes terminologies-là. Oui, mais est-ce que cela ne vous colle pas aussi, cette image plutôt répandue dans l'opinion que vous êtes un éternel instable qui est toujours à la recherche du pouvoir, qui veut toujours se loger dans les arcanes du pouvoir? Ce n'est pas le signe d'une grande inconstance politique par hasard? Qu'on se soit appelé progressiste et qu'on soit aujourd'hui mousquetaire, voyez-vous, nous recherchons toujours de larges rassemblements, de larges regroupements, parce que la politique n'a pas vocation à être une œuvre clanique. C'est une œuvre qui se veut tous les jours s'élargissant vers d'autres horizons et qui se veut, comme on appelle, acceptant d'autres tendances. Parce que le but ou la finalité de toute œuvre ou de toute action politique, c'est laquelle? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État pour le bien-être de nos compatriotes. Et à partir de cet instant, on doit pouvoir être ouvert. On ne doit pas pouvoir se mettre en autarcie et se cacher dans des considérations ethniques ou dans des considérations claniques. Et donc, si vous l'interprétez comme une instabilité ou bien comme une quête d'identité, non. Parce que quand on a été progressiste et quand on est aujourd'hui mousquetaire,
l'objectif reste et demeure le même. Bon, alors, le mousquetaire, c'est la dernière terminologie en date, c'est la dernière option en date que vous avez eu à faire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, mousquetaire? Enfin, pour les gens qui ne sont pas très au fait des questions comme vous politiques. Comme vous le savez, nous avons dit Galion des mousquetaires de la République. Galion, c'est un navire de guerre. Ah oui. Les mousquetaires, ce sont des soldats dévoués à la cause du roi, dévoués à la cause de la République, et retenez comme roi ici République, parce que la République, c'est ce qui nous unit. Et donc, voilà, c'est des soldats qui sont capables de défendre la République. Et la République, elle est constituée de personnes qui vivent mal, de personnes qui connaissent encore la pauvreté et la misère. Et donc, ce sont ceux-là qu'on veut défendre. Et quand on est progressiste aussi, c'est qu'on veuille le progrès social, économique et culturel pour les plus marginalisés, les plus vulnérables de la société. Ne nous fourvoyons pas dans des terminologies. Ah mais si mousquetaire, ou plutôt progressiste et mousquetaire, voudrait dire la même chose et que ces deux terminologies tendent vers le même objectif, le même résultat, pourquoi sentez-vous si souvent le besoin de changer de terminologie? Vous aurez pu continuer à rester progressiste, non? Pourquoi devenir mousquetaire? Parce que lorsque vous êtes dans un combat et que d'autres vous rejoignent, vous êtes obligé vous êtes obligé d'ouvrir. Vous êtes obligé de vous asseoir et de définir quelque chose qui vous rassemble tous, qui vous fédère, qui fédère vos énergies et qui canalise vos ambitions communes. Il ne s'agit pas de forcer les autres à venir s'aborder à vous, mais il s'agit plutôt de trouver une plateforme de discussion, d'échange, dans laquelle il faut toujours privilégier les convergences de vues aux inévitables divergences qu'il peut y avoir parmi nous. Et donc, lorsque l'UJPB a été rejoint par d'autres mouvements, d'autres associations de jeunes, la question s'était posée, maintenant, sous quelle dénomination est-ce que nous agissons? Je voudrais rappeler que le GMA est une coalition de mouvements et d'associations de jeunes. De combien de mouvements? Dans laquelle c'est une coalition aujourd'hui de 56 mouvements et d'associations de jeunes, dans laquelle est vautré l'UJPB. Et donc vous ne pourrez pas me demander... Et vous en êtes le président? Je suis le porte-parole. Le GMA n'a pas encore un président. Est-ce que vous avez le retour de ces 1000 mouvements-là? Est-ce qu'il n'y a pas comme un contre-effet? Est-ce que vous le savez? Un contre-effet dans quel sens? Charge négative plutôt de 1000 mouvements. Non, parce que la question aujourd'hui, c'est quel est l'objectif visé? L'objectif visé, comme je vous l'ai dit, c'est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est de conquérir le pouvoir d'État et de pouvoir l'exercer. Peu importe en réalité le nombre que nous faisons. C'est l'idéologie que nous partageons qui doit quand même être ce qu'il faut privilégier au-delà des terminologies avec le risque de lisibilité. Le risque, vous dites? Oui, le risque de ne pas être lisible. Mais de ne pas être lisible par qui? Parce qu'en réalité... En réalité... Pas les personnes que vous... En réalité, nos compatriotes ne se préoccupent pas de savoir si le haut côté ou les autres sont ou le bas où nous sommes, devons nous mettre ensemble quand il y a du travail à faire. Et le travail qu'il y a devant nous, c'est de pouvoir construire pour les Béninoises et les Béninois un avenir d'espoir et d'opportunité. C'est à ça que nous sommes engagés. Les terminologies, vous savez, c'est parce que nous sommes dans un pays où les gens sont habitués à faire la politique sans faire appel aux terminologies. C'est parce que nous sommes dans un pays où... Quand il en a mis Non, mais c'est parce qu'il n'y en a jamais eu, finalement. Finalement, c'est parce qu'il n'y a jamais eu... que vous avez tout créé, non? Non, je ne dis pas ça. Je dis que je parais extraordinaire à chaque fois qu'aujourd'hui, où les camarades et moi-même, nous nous asseyons pour dire quelle terminologie convient à notre posture et à notre combat, que tout le monde s'offusque, parce que depuis 26 ans de renouveau démocratique, où on nous parle quand même de pluralisme démocratique, de multipartisme intégral, on n'a pas eu des partis politiques ou des mouvements qui nous aient habitués à ça. Vous avez l'avantage d'avoir l'imagination plutôt fertile. Écoutez, si vous le pensez, je vous le concède. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore d'anachronisme entre progressistes et mousquetaires. Très bien. Fred Queneau, changement de posture, dites-vous, parce que justement, le 23 mars dernier, aussitôt la présidentielle achevée, vous avez en compagnie de Frédéric Bianzin, votre alter ego, déclaré, non sans passion, votre flamme à Patrice Talon, le président fraîchement élu. Quand on a été un soutien indéfectible et inconditionnel de Boniaï, quand on a tout le temps tenté de blanchir le mouton noir pour plaire au docteur Boniaï, quand on a été
fou du roi Boni Yayi, lorsqu'on connaît le cordial désamour qu'entretiennent les deux personnages, Patrice Talon et Boni Yayi, est-ce cohérent, est-ce crédible tout court de passer ainsi de l'un à l'autre? Je suppose que vous faites certainement le porte-parole des sans-voix. Non, pas du tout. Je pose des questions. La question que beaucoup se posent. C'est ce que je voudrais dire. Je suppose que ce n'est pas vous qui le dites, parce que vous n'allez pas raisonner comme le profane. Écoutez, vous n'allez pas insulter non plus ceux qui pensent comme ça. Non, dit que les gens sont profanes, je ne les injurie pas. Non, je voudrais juste dire que quand le 23 mars, après avoir fait dans une démocratie, dans une république telle que nous l'a enseigné le président ou le docteur Boni Yayi, nous ne sommes pas des adversaires dans la course au pouvoir, mais des partenaires dans la course au progrès pour notre peuple. Et lorsque vous avez passé le temps à faire campagne dans les conditions que ça a été, et que quand quelqu'un gagne, il est louable, il est élégant de prendre acte de sa victoire, de reconnaître sa victoire et de lui dire partout où de besoin sera, que nous ayons été à la mouvance d'hier et que nous soyons à l'opposition d'aujourd'hui, nous sommes prêts à continuer l'œuvre de construction nationale. Mais tout en montrant à M. Patrice Talon... Non, pas à ses côtés, nous ne l'avons jamais dit. La déclaration est claire. J'ai dit ceci. On en avait besoin. Est-ce que cela avait donc... ce besoin-là de légitimer le pouvoir de dans ce contexte, oui, c'était important. Il en avait besoin. Dans ce contexte, non, c'était important parce que quoi? N'oubliez pas toutes les passions qu'a connues cette campagne. Et avant cette campagne, tout ce qui a défrayé la chronique, on a besoin d'un Bénin paisible. Nous avons besoin d'un Bénin apaisé, à l'intérieur duquel chacun de nous pourra se battre pour cette conviction. Quoi qu'il en soit, chacun de nous est guidé par ses propres convictions. Et à cette conviction, nous avons l'obligation de rester fidèles. Au contraire, cette déclaration du 23 mars a mis M. Patrice Talon devant ses responsabilités. Parce que dans cette déclaration, je disais exactement ceci. Nous prenons acte des tendances provisoires proclamées par la Sénat, qui déclarait M. Patrice Talon vainqueur. Nous le félicitons. Et que nous voudrons l'assurer. Partout de besoin sera, quelle que soit la position qui sera la nôtre, de notre disponibilité à continuer l'œuvre de construction nationale, dont les Béninois ont fait de lui désormais le principal artisan. C'était déjà pour lui dire, attends, on t'attend au carrefour. Et ça, ce sont les fous du roi qui parlaient ainsi. Non, ce ne sont pas les fous du roi, c'était l'UJPB qui parlait ainsi. Alors, non, écoutez, les fous du roi, c'était une coalition de regroupement de jeunes qui comptait le JPB de Fred Quenou, les patriotes de Frédéric Béanzin, les jeunes tucs de Lucien Médico, le gars de Farouk El Soumanou et bien d'autres organisations. Oui, mais est-ce que de ce genre de folie, on peut en guérir? Non, mais ce que je on vous voit toujours avec Fred Quenou. Monsieur Virgile Awansé, un fou du roi, vous savez bien, je sais que vous avez le background, et vous avez fait les humanités pour savoir que ce n'est pas un dérèglement mental. Ne parlez pas, s'il vous plaît, comme nos compatriotes qui sont tout le temps dans les rues en train de dire du n'importe quoi. Un fou du roi. Vous le savez ce que c'est, parce que je vous connais. Vous êtes un éminent journaliste. N'allez pas parler comme le kidam qui se trouve dans la rue de Cotonou et qui pense que c'est un dérèglement mental. Frère, que nous expliquer à ceux qui nous écoutent ce que vous y mettez, fou du roi, parce que la compréhension que certains de nos compatriotes ont de ce concept, c'est parce que vous semblez expliquer là. Mais justement, vous êtes des journalistes, vous êtes des éducateurs. Non, mais vous ne parlez pas à nous autres. Et donc, vous devez le leur dire, un fou du roi, c'est pas quelqu'un qui est indéréglé. Sinon, c'est supposé que la folie fasse le droit. Mais vous n'avez pas encore expliqué, mais les Béninois tablaient beaucoup plus sur vos agissements. Mais quels sont nos agissements? C'était complètement contre courant et régulièrement. On s'était jamais déshabillé. S'il vous plaît, on n'a jamais été intercédé dans les rues de Cotonou. C'est tellement qu'on ne vous a pas intercepté dans les rues de Cotonou parce que vous étiez en tenue d'Adam, mais il y avait des positions, des postures et des discours que vous teniez qui tombaient carrément sous le sang, frère Quenou. Vous n'en aviez peut-être pas conscience, mais dans l'opinion, c'était ainsi que c'était perçu. Écoutez, je crois qu'il n'y a rien de plus ingrat que de vouloir défendre un régime. Il n'y a rien de plus ingrat. Parce que un régime, un chef d'État, quand il dirige, la question c'est de savoir, pour un chef d'État n'est pas de savoir comment bien agir. Mais la question
c'est qu'est-ce que l'opinion pourra dire. Alors quand vous êtes dans la posture de celui qui défend un chef d'État, il arrive que vous touchiez des intérêts. Et dans le cas d'espèce, des intérêts ont été piétinés. Donc surtout quand des actes sont parfois indéfendables. Mais écoutez, N'est-ce je pas? ne connais pas d'acte qui a été indéfendable Puisque vous avez tout défendu. au cours des 6 ans que j'ai fait accompagner du président Boni Yayi. Non, je ne connais pas d'acte. Tout était défendable. Vous seriez tout en avait une train cause. d'insinuer que pendant les 6 ans où vous avez été aux côtés du président Yayi Boni, aucun acte répréhensible ou Il n'a rien à qu'on peut reprocher. désapprouver Il n'a rien à corriger. a été posé à tout ce qui est fait. Écoutez, est il y a donc, peut-être eu... normal, tout allait bien. Écoutez, il n'y a pas d'homme parfait dans la gestion d'un État. Mhm. Il y a peut-être eu des actes mal posés. Il y a peut-être eu qu'il a été incompris sur un certain nombre de sujets. Et le rôle qui était le mien, c'était d'expliquer aux Béninois le fond de sa pensée, le message qu'il voulait véhiculer. Mais parfois, il arrive des moments où vous tombez sur de la pierre, où les gens ne comprennent pas, où les gens feignent de ne pas comprendre, où les gens refusent de comprendre. Ceux-là, que pouvez-vous? Vous ne pouvez que leur concéder leur conception des choses. Alors, Fred Renaud, en préparant cette émission, je me suis amusé à taper votre nom dans un moteur de recherche et je me suis imposé de lire l'abondante littérature publiée ces derniers mois sur Fred Renaud. On en retient une constante. Fred Renaud, sur l'échiquier politique national, est un personnage fluctuant, inconstant, avec des positions toujours ambiguës. Lui qui, en 2005, faisait partie des rares jeunes à soutenir publiquement la révision de la Constitution au profit de Mathieu Kérékou, lui qui a milité un temps au sein de l'Union fait la Nation avant d'envoyer les leaders aux Gémonies, lui qui a rallié les FCBE, flirté un moment avec l'Alliance nationale pour la démocratie de Valentin Aditi Koulé, a sauté à la surprise générale les pieds joints dans le nouveau départ avant de changer de cap en sonnant la fin de la récréation. Comment, sinon, pourquoi... Vous avez presque oublié l'épisode de Bruno Amoussou. Bon, alors, pourquoi est-il impossible à Fred Renaud d'adopter une position politique sur la durée? La position politique de Fred Renaud depuis 2005 est claire. Écoutez. Ah oui, ce n'est pas ce que tout le monde en Elle pense. est claire, elle est nette. On n'en déplaise aux esprits malveillants qui veulent voir autre chose. Nous sommes en politique. Mais en politique, vous avez besoin de tous les esprits, ou au moins la C'est majorité. pour ça qu'il dit, n'en déplaise aux esprits malveillants. Même les malveillants sont utiles quand on est en politique. Ce que je voudrais dire, ma position, elle est claire et nette. Militer pour défendre les intérêts des plus vulnérables et des plus marginalisés de notre société. Parce que la politique, c'est l'organisation des actions économiques, sociales et culturelles en direction des couches les plus fragiles, les plus vulnérables et les plus marginalisées de notre société. Parmi ces couches, les enfants, les jeunes, les femmes, les artisans, les ouvriers, les paysans, les petits commerçants et les fonctionnaires salariés. En 2005, l'histoire me donne souvent raison, seulement que les gens ne veulent pas accepter que l'histoire me donne raison. En 2005, nous avions défendu la révision de la Constitution parce que nous pensions que cette Constitution était truffée d'irrégularités et d'injustices. Mais écoutez, il faille quand même réviser la Constitution à un moment donné où un chef d'État était là. C'est clair. Et le Bénin ne passera pas une seule journée sans exécutif. Et donc, tout le monde savait qu'il avait révisé dans la Constitution. nous avons dit, mais en 2005, je faisais partie des pionniers, de ceux qui avaient dit, il faut réviser cette Constitution. Les gens n'ont pas voulu voir la réalité en face. Ils ont dit non, ça permettrait au président Kérékou de prolonger son mandat. Nous ne voulons pas. En 2008. Attendez, c'est quoi ces manies de vouloir réviser la Constitution en fin de mandat? L'histoire nous a prouvé en Afrique que tous les présidents en fin de mandat qui se sont essayés à cet exercice l'ont fait dans le vil dessein de se maintenir au pouvoir. Écoutez, alors, quand on sait ça, pourquoi attend-on la fin pour se lancer dans une telle opération? Et on refuse en plus les critiques. Non, mais attendez, les gens sont obligés d'y voir des intentions malveillantes. Monsieur le journaliste, interrogeons l'histoire. En 2008, l'Assemblée nationale révise la Constitution. En 2007. En 2007. L'Assemblée nationale a révisé la Constitution, prétextant de ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. La Cour constitutionnelle a cassé. Pas des choses, une seule chose. La Cour constitutionnelle a cassé. Et ça, c'était pas opportuniste. C'était bel et bien opportuniste. La Cour constitutionnelle a cassé. Le président Boni Yayi vient. L'accord
Au moment où moi je criais qu'il fallait réviser la Constitution, l'accord qu'il avait signé avec les acteurs politiques qui combattaient cette révision de la Constitution, en 2006, c'était que il fallait qu'on aille à la révision de la Constitution. En 2006, on ne lui a pas permis de le faire. En 2011, le monsieur fait sa campagne. Il présente son projet de société sur la refondation. Il dit le socle même, c'est la révision de la Constitution. Le monsieur prend le pouvoir. On était en 2011. Il propose de réviser tous les généraux dans le pays. On dit non, il veut refonder le pays, il veut s'éterniser, il veut changer la République. Mais Patrice Talon vient. Il dit il faut qu'on révise cette même Constitution. Et vous n'arrivez pas. Vous pensez que c'est le même contexte? Mais en réalité, les contextes peuvent changer. Mais la question reste et demeure. Quelle révision de la Constitution ne profiterait pas au président de l'exécutif en place? Mais quelle garantie aviez-vous à l'époque que Kérékou n'allait pas se maintenir au pouvoir avec cette révision-là? Mais parce que Kérékou, quelqu'un qui a déjà accepté quitter le pouvoir dans les conditions que nous connaissions en 91. Quelqu'un qui a organisé la conférence des forces de la nation, alors qu'il avait la possibilité de faire autre chose, et qui est parti, qu'on est allé chercher. Ne me dites pas qu'il n'était pas l'homme idéal pour réviser et partir. C'était assez pour lui faire froid. Parce que bien entendu. Et à votre avis, pourquoi alors les gens s'étaient opposés avec cette verve à laquelle nous avions assisté, avec cette haine que nous avons vue? Pourquoi est-ce que la société civile, la classe politique, les citoyens ordinaires s'étaient mobilisés pour s'opposer à cette révision ou à ces révisions de la Constitution? Parce que les dernières oppositions étaient encore les plus fortes. En réalité, pourquoi? En réalité, il y a un problème fondamental. Lequel? Les hommes seront toujours en politique des victimes naïves d'eux-mêmes et d'autres, aussi longtemps qu'ils ne savent pas discerner derrière telle ou telle action politique les intérêts de telle ou de telle classe qui se cachent derrière. Et donc comprenez que cette révision... Attendez frère, ne soyez plus clair. Non. De quel intérêt parlez-vous et de quelle personne parlez-vous? voudrais simplement on prend le cas de Boni Yayi, qui a fait de la révision de la Constitution une obsession. Ça a été clair sur les dernières années de son mandat. Une obsession, il voulait... contre vents et marées réviser cette constitution. Est-ce qu'on fait le bien de quelqu'un contre son propre gré? Écoutez, bon, alors, quels étaient les intérêts qui étaient cachés derrière ce projet de révision de la constitution? Boni Yayi disait l'imprescriptibilité des crimes économiques. Mais ça a été battu en brèche, ça, vous savez. Mais écoutez, il y a dans la loi, ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ça. J'aurais tellement voulu que M. Patrice Talon, dans sa révision annoncée, nous parle maintenant de l'imprescriptibilité de ces mêmes crimes économiques. Est-ce que c'est utile de mettre ça forcément dans la Constitution quand il y a des lois? Est-ce que nous ne pouvons pas développer une culture de respect de nos lois? Vous n'avez pas l'impression que nous avons une démocratie à double vitesse? Vous n'avez pas l'impression qu'on n'arrive jamais à juger des gros bonnets, soit les acteurs politiques, soit les opérateurs économiques, qui se sont impliqués ou entachés dans des détournements de deniers publics, et qu'on juge tout le temps les gens qui ont détenu de petits millions, un petit mouton, un petit ceci par là. Mais quand il s'agit de milliards, éventuellement, comme l'a dit Baudelaire, le jugement de la Cour. Ce projet de loi, puisque c'en était un, c'était bien une émanation du gouvernement. Est-ce qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un pour détournement, pour corruption? En 10 ans de mandat, donnez-nous les noms des personnes que Boni Yayi a pu arrêter. Quoi? Boni Yayi ne pouvait pas se substituer à la constitution béninoise, à l'État, parce que Boni Yayi, tout ce qu'il pouvait faire, c'est de dire, s'il y a des ministres qu'il a nommés, ou des hauts fonctionnaires qu'il a nommés, c'est de, vous savez, il fallait nécessairement, dans la constitution actuelle de notre pays, passer par la haute cour de justice, et avant, il fallait passer par l'Assemblée nationale. Tout le monde sait comment ça se passe. L'Assemblée nationale, il fallait mettre ça dans la Constitution. Le centre d'intérêt politique. De toutes les manières, c'est pour vous dire que la révision de la Constitution au temps de Kérékou en 2005, la tentative de révision de Kérékou de la Constitution en 2005, la tentative en 2011, il y avait des Béninois, acteurs politiques et opérateurs économiques qui n'avaient pas intérêt à que cette révision se fasse. Vous pensez à Patrice Talon sans doute? Non, écoutez, je ne dis pas Patrice Talon. Mais sortez les noms, mais dites-les. Dites les noms de ceux qui étaient cachés derrière ce projet. Ce que je voudrais simplement vous dire, et je l'ai déjà dit, il faut savoir discerner derrière chaque acte qui est posé les intérêts de quelle classe se cache derrière. Très bien, mais alors, pour vous, il aurait fallu
inscrit, n'est-ce pas, l'imprescriptibilité des crimes économiques dans la Constitution, le fixer dans le marbre de la Constitution pour espérer voir un jour appliquer cela. Pourtant, dans notre Constitution, regardez, il y a mis que les gouvernants, les députés et tout ça doivent déclarer leur patrimoine. C'est dans la Constitution. Est-ce que ces messieurs le font? Sous Boni Yayi, est-ce que ça a été fait? Je pose la question. Donc, une façon de vous dire qui n'est pas, c'est pas forcément parce qu'on a mis quelque chose dans la Constitution que cela est appliqué. Voilà. Que font ceux qui sont censés faire respecter la Constitution? Ils font quoi? C'est pas moi. Très bien. Que font-ils? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait faire? Quelle est leur responsabilité? Alors, vous pensez à qui? Donc ça pose alors un véritable problème de ce que nous avons fait de notre démocratie libérale. Oui, mais c'est le combat qui est le mien. Frère Kono, quand Boni Yayi a eu ce champ d'application donc de l'imprescriptibilité des crimes économiques, qu'en a-t-il fait? Je pense à Barthélémy Kassa. Est-ce que vous avez lu son jeu? Mais quel est son jeu? Vous avez dû être au Bénin, non? La responsabilité d'un chef d'État, c'est de pouvoir introduire un dossier à l'Assemblée nationale. Et ça, il a fait. Jusqu'à ce jour, nous sommes dans quoi? Dans la séparation des pouvoirs. Le législatif est complètement séparé de l'exécutif. Quand Boni Yayi envoie ce dossier dont vous parlez à l'Assemblée nationale et que les députés qui étaient des férus de sa politique, qui le soutenaient et qui soutenaient tout et n'importe quoi, ont été incapables de voter dans le sens que lui-même, le président de la République, a voulu. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous êtes surpris de voir aujourd'hui ces mêmes députés prendre une autre posture par rapport à la posture actuelle de leur ancien chef? Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à lire. Non, mais aidez-nous à lire. C'est ça que vous êtes là, aidez-nous à lire. On n'y arrive pas, justement. C'est un peu compliqué pour nous, frère. Comprenez qu'un député n'est pas la chose d'un président de la République. Et par conséquent, il est libre. Il est libre parce qu'il mais ça, on l'a pas vu pendant les 10 ans de Boni Yayi. On n'avait pas eu l'impression. Soit vous feignez de ne pas voir, soit vous n'avez pas voulu voir. Et donc ça peut se comprendre. Malheureusement ou heureusement pour vous, je ne suis pas le seul à avoir cette opinion. Boni Yayi avait des députés godillots et c'est le moment de le dire. Et on a vu dans les comportements qu'ils ont eu, ils soutenaient tout, bon, on trouvait des arguments tiré quand même c'était difficile à soutenir, mais on soutenait. Vous avez vu dans cette affaire du PBA2 à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez écouté, n'est-ce pas, le compte rendu des débats parlementaires? Moi je l'ai suivi en direct. Et il y avait des arguments qui étaient sortis quand même, ça vous irrissait? Les cheveux sur la tête. Wilfried Desverdun, vous parlez ainsi des députés, mais en sous-bassement, il avait bien les fous du roi. Évidemment, oui. On va leur répondre, on va l'écouter. Sur quoi? Que voulez-vous que je réponde? Vous voulez que je réponde sur quoi? C'est une évidence. Une évidence que quoi? Non, écoutez, lorsqu'un dossier va à l'Assemblée nationale, cela ne relève pas de la compétence d'acteurs politiques que nous sommes s'ils ne siégeons pas à l'Assemblée nationale. Nous pouvons avoir l'appréciation d'un quidam, d'un observateur de la chose politique. Mais je découvre... Vous n'étiez pas des quidam, vous étiez les fous du roi. Et les fous du roi, c'était qui? Enfin, c'était vous. Oui. Le grand rendez-vous. Alors, frère Bruno, il y a quelques jours, les Béninois ont entendu avec beaucoup de stupéfaction pour les uns et de l'incompréhension pour les autres ces propos aussi, et je vous cite, « Je voudrais vous dire une chose, je suis prêt, la récréation est terminée. La partie est terminée maintenant, il nous faut nous engager dans un combat pour l'instauration d'une démocratie véritable. » Fin de citation. Ainsi parlait donc Fred Kwenou le samedi 3 septembre dernier. D'abord, c'était quoi la récréation, puisque vous en aviez sifflé la fin? C'était que depuis que le président Talon avait pris les rênes du pouvoir, et nous avions décidé d'observer un silence, de regarder faire, et nous avions compris que de jour en jour, jusque-là, nous n'avions fait que tendre l'autre jour, mais malheureusement les ifs ont redoublé et que le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Le méchant, c'est qui? Patrick Talon. Et que le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Alors, et que nos populations continuaient de le recevoir en Messie. Alors nos cœurs se sont ouverts à la lutte. Comme l'a dit quelqu'un, si l'autorité se fonde sur la raison, même si vous demandez à un fou du roi d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution.
Et donc, ah oui, parce que les fous ont quand même des moments de lucidité. Mais je parle un peu comme vos auditeurs et comme ceux-là qui n'ont pas suffisamment de clairvoyance pour discerner les choses. Mais ce que je voudrais vous pensez que nos auditeurs n'ont pas de discernement? Non, je parle de certains de vos auditeurs. Je ne parle pas de vos auditeurs. Ne les faites pas l'offense de les injurer. S'il vous plaît, la dernière fois, j'ai suivi un jeune qui disait, mais est-ce que quelqu'un de normal peut-il se faire appeler fou du roi? Et j'ai souri parce que j'ai vu son niveau d'études relativement bas et j'ai compris que finalement il sait pas de quoi il parle. Mais non, c'est vrai que ce n'était pas d'ici. C'est vrai que ce n'était pas d'ici, parce que ici, vous êtes des journalistes et vous arrivez à enseigner la vertu et la connaissance nécessaire à vos auditeurs. La vertu, c'est pas notre mission. La vertu en tant que ça y est. Parce que si les gens n'ont pas eu le temps, dans leur cursus de comprendre, eh ben votre rôle aussi, c'est un rôle d'éducation et d'information. À l'église Saint-Michel ou à l'église. Vous voyez, c'est ailleurs qu'à la radio. Vous voyez, quand vous parlez, parfois moi je prends mon calepin et je note. Il y a des choses que j'apprends. Et quand je ne comprends pas le sens, je vais essayer dans un dictionnaire et je dis, mais j'ai appris quelque chose. Voilà. C'est toute autre chose. Donc, ok. Alors, il était alors important. Vous savez, non, revenons à l'essentiel. Non, on était en train de parler de la récréation. Oui, donc, la récréation était terminée. Oui. Parce que quoi? Parce que M. Patrice Talon ne s'est pas jusqu'à ce jour, à l'instant où je vous parle, départi de son manteau d'homme d'affaires. Il faut qu'il comprenne qu'il est aujourd'hui chef d'État, président de la République. Et donc, qu'il arrive à discerner entre la gestion des affaires privées et la gouvernance publique. La gouvernance publique suppose une bonne gestion de la cité. Cela implique quoi? La capacité de pouvoir définir une politique économique et sociale juste. La capacité de pouvoir prévenir les crises économiques et politico-sociales. La capacité d'être à l'écoute du peuple. De pouvoir expliquer à des millions de Béninois, dans le cas d'espèces, l'ambition qu'on nourrit pour la nation, de pouvoir leur faire accepter cette ambition et de les associer, s'il vous plaît, de les associer étroitement dans un système profondément démocratique à la prise des mesures qu'on juge nécessaires pour l'entreprise nationale. Et tout ceci, pour finir, et tout ceci, dans un environnement de détachement réel et facilement constatable des dirigeants par rapport à l'ambition de l'enrichissement personnel rapide et fabuleux. Pour l'instant, Patrice Talon n'a pas ses capacités. Dites-moi si au bout de 6 mois, la gouvernance de Patrice Talon respecte un de ces seuls points que je viens d'énumérer. Alors, Frère Twenou, moi je voudrais que nous soyons concrets. Oui, je suis concret. Nous soyons concrets, je suis journaliste et le journaliste travaille sur les faits. Alors, par rapport au discours que vous venez de tenir, est-ce qu'il y a des faits que vous pouvez invoquer qui justifient les constats que vous avez effectués? Écoutez, dites-moi, vous êtes journaliste. Si je me perds, vous pourrez me ramener. Ah non. Je dis je me ramène parce que ça peut m'échapper. Vous me le direz. Allez-y. Vous êtes ici pour quelle est la politique Oui, votre lecture, bien sûr. Mais c'est vous qui me posez la question. Oui, donc c'est votre lecture. Alors, mon contradicteur aujourd'hui, c'est vous. Alors, non, pas vraiment. Pose des questions. Quelle est la politique économique de M. Patrice Talon? Existe-t-elle? Je n'en connais pas. Si ce n'est pas appauvrir les Béninois davantage. C'est-à-dire une politique. Qu'est-ce que vous faites Attendez. Dites-moi, depuis que M. Patrice Talon est venu, qu'a-t-il fait concrètement pour la relance de l'économie béninoise qui stagne, qui est fortement dépendante de ce qui se passe au Nigeria? Aucune mesure n'a été prise à l'heure où je vous parle. Aucune mesure. Dites-moi. Sinon, vous êtes renseigné vraiment au ministère des Finances pour savoir qu'aucune mesure n'est prise. Mais écoutez, si les mesures économiques sont prises, je vous pose la question. Ai-je besoin de me renseigner au ministère des Finances d'abord? Ça doit pouvoir se constater. Les Béninois doivent constater dans leur vie quotidienne
Les Béninois doivent constater dans leurs faits, dans leurs pratiques quotidiennes, qu'il y a de l'amélioration dans leurs conditions de vie. Au contraire, nous sommes passés rapidement de l'euphorie des élections au doute, à la déception et à l'incertitude. Ça, c'est sur le terrain économique. Et écoutez, ça c'est sur le terrain. Mais sur le terrain social, quelle est sa politique? Aucune politique sociale. Dites-moi, on n'a aucune mesure pour les enfants, aucune mesure pour les jeunes, aucune mesure pour les femmes. On devait en décréter comme Il y a des projets, le système de gratuitisme, comme le disait quelqu'un. C'est de ça vous parlez, les mesures sociales? Mais je pose une question. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut éradiquer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut éradiquer la misère. La misère et la pauvreté ne sont pas une fatalité. Et là, Boni Yayi a apporté sa pierre à l'édification dans ce domaine. En prenant des mesures, selon sa conception. Mais qu'est-ce que M. Patrice Talon fait? Aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines de la... C'est pas trop tôt pour le juger là-dessus. Mais qu'est-ce que vous dites trop tôt dans une république où l'État a une continuité? Vous voulez qu'on ait 6 mois d'inaction? Vous voulez que nous ayons 6 mois d'inaction? 6 mois pendant lesquels, écoutez, les Béninois meurent de faim. Donc, Boni Yayi en 6 mois, quand il était arrivé en 2006, il a pris des mesures sociales. Boni Yayi, quand il était arrivé en 2006, a posé des actes concrets. Lesquels? Les Béninois... Non, écoutez. Vous les avez oubliés déjà. Écoutez, je les ai pas oubliés. C'est pas si significatif. C'est pour vous dire... Autrement, vous ne les avez pas oubliés. C'est pour vous dire simplement une chose. Qui est aujourd'hui aux affaires? Boni Yayi ou Patrice Talon? Si Patrice Talon pense que la rupture dont il parle, c'est le nihilisme anarchisant, suggérant que rien de valable n'avait existé et qu'il est dans les mesures de suspression et de suspension, mais qu'il ne propose rien pour sortir ses compatriotes de l'ennui, de la difficulté quotidienne. Voulez-vous que je vous dise une chose? Vous avez un problème contre les choses qui sont annulées, qui sont supprimées, évidemment. Mais lorsqu'on va jusqu'à supprimer la gratuité, les soins de santé pour les enfants. Pour les enfants. Vous avez entendu ça? Attendez. Pour les enfants de 0 à 5 ans. Ça a été supprimé, ça? Mais vous n'êtes pas dans le pays? Ça a été supprimé quand? Vous n'êtes pas dans le pays? Non, mais je suis pas au courant. Ça n'a pas été supprimé. Vous n'êtes pas dans le pays? Ah non, mais vous n'êtes pas dans le pays? Au contraire, il y a eu de communiqués, de conférences de presse pour préciser que ça n'avait jamais été supprimé. Ah bon? Oui. Apparemment, vous n'avez pas... Allez dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Vous verrez des enfants mourir. Parce que les parents n'ont pas les moyens aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de soigner les enfants. Et ça, c'est la faute de Patrice Talon. Mais écoutez, dans 2 semaines, nous serons à la rentrée. Les Béninois se cassent encore la tête. J'ai un monsieur qui m'a dit... J'ai un monsieur qui m'a dit, non, ils se sont cassés la tête peut-être pour s'acheter des fournitures. Mais aujourd'hui, c'est même pour inscrire les enfants et payer la scolarité de les enfants. Mais comment vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé? Attendez, la misère dont je vous parle, monsieur le journaliste, je vous parle pas de la misère au Togo, au Niger. Je vous parle de la misère ici. Oui, bien sûr. Ici au Bénin. Nous ne parlons que du Bénin. À nos portes là. Dans cette émission, nous n'avons jamais parlé que du Bénin. Jamais d'autres choses. Je vous parle de ce monsieur qui m'a rencontré la dernière fois, qui m'a dit, moi j'ai 5 enfants. Ma fille hier ne payait pas la scolarité, aujourd'hui elle doit payer. Et mes garçons, aujourd'hui, je dois trouver 45 000 francs pour payer la scolarité à mes garçons. Et vous pensez que c'est la faute du chef de l'État s'il a fait 5 enfants sans avoir les ressources pendant ce temps. Mais écoutez, gouverner c'est quoi? Gouverner c'est quoi? Le pouvoir ne peut plus être confisqué, nous l'avons dit en 90, par une minorité pour l'écrasement de la majorité. Le pouvoir, c'est fait pour servir. Si Patrice Talon ne sent pas le besoin de servir les plus vulnérables de la population, parce que lui, il a eu 2 enfants, et donc il tenait le droit aux Béninois d'avoir 5. Mais c'est quoi? C'est quelle connerie ça, s'il vous plaît? Mais ne savait-il pas le pays qu'il voulait diriger? N'a-t-il pas dit je suis prêt maintenant et tout de suite? Mais comment peut-on guérir le mal quand on ne sonde les plaies? Il n'a pas sondé les plaies. Parce qu'on ne reste pas à Paris, à Georges V, dans un salon douillet, pour sonder les plaies du Bénin malade. Mais quand il dit nouveau départ... Le Bénin malade, dites-vous, le Bénin va mal, le Bénin est malade. Après une gouvernance de 10 ans, n'est-ce pas, conduite tambour battant par un Boni Yayi, dont vous avez défendu tout le temps les intérêts. Alors, si en 6 mois, le Bénin se sent si mal que vous le dites,
Est-ce qu'il ne se pose pas là, cher monsieur Fred Renou, le problème du bilan même de la gouvernance de Boni Yayi? Est-ce que c'est pas l'héritage Boni Yayi qui est l'héritage de Boni Yayi difficile qu'il est en train de gérer? Parce Parce que ce que vous défendez là, quand même, c'est incroyable. Talon gère l'héritage de Talon. Talon ne gère pas l'héritage de Boni Yayi. Ah bon, parce que c'était lui le président avant. Parce que dites-moi, quelle est la responsabilité de M. Patrice Talon dans les succès et les échecs enregistrés par le régime de Boni Yayi? Vous assumez maintenant les échecs. Je dis, ouais, ben oui, mais forcément. Mais il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Je dis, quelle est sa responsabilité? Vous ne les avez pas admis juste là. Non, quand même. Comment pourriez-vous le dire? Où est-ce que j'ai dénié ça? Dites-moi. Justement, Boni Yayi n'a pas fait le bilan de sa gouvernance à la tête du pays. Quelle est la responsabilité de M. Patrice Talon? Mais dites-nous. Au-delà même de ces 10 ans, quelle est la responsabilité vous voyez dans les allées du pouvoir, c'est ça? Dans les régimes qui dirigent notre pays depuis 26 ans. Bon, M. Patrice Talon, à un moment donné, avait ses bureaux à la présidence de la République. Écoutez, je ne veux pas parler. Maintenant, je veux aller en crescendo, là, s'il vous plaît. Donc, c'est pour vous dire, M. Patrice Talon ne maîtrise rien de la gouvernance publique. Ah oui? Oui. D'accord. Les critères de gouvernance que je viens de vous énumérer, il ne les connaît pas. Et donc, moi, je ne paie plus mon temps aujourd'hui à essayer de démontrer ce qu'il fait mal. J'ai fini. Et j'ai fini depuis le 3 septembre de dire que la récréation est terminée. La récréation est terminée parce que l'heure est venue enfin pour que nous puissions œuvrer à l'instauration d'une véritable démocratie. Une véritable démocratie au service des intérêts des plus vulnérables. S'il vous plaît, qui représente 80%. Les Béninois sont affamés. Les Béninois sont malades. Le panier de la ménagère. On supprime les primes aux fonctionnaires, aux fonctionnaires salariés. On annule des concours. On supprime les postes où, c'est-à-dire aujourd'hui, des milliers de jeunes Béninois sont encore à la recherche d'un emploi. Ceux qui en ont un, vu la hantise permanente de suspension, de suppression. Hier, un camarade me disait, au ministère de l'Agriculture, la semaine prochaine, ils vont nous déverser dans les rues. C'est pas des Togolais. Mais quand on fait tout ça là, ces ressources, ces ressources sont où? Ceux qu'on va déverser. Où est-ce qu'on met recruter selon quelle norme? Où est-ce qu'on met ces ressources? C'est pas ça le problème en fait. Ces ressources. J'ai l'impression. Vous parlez de l'impression. Je dis. Vous déplacez les problèmes. Non, je déplace pas les problèmes. Pour en faire de nouveaux problèmes. Non, je suis désolé. La gouvernance d'un État, c'est la capacité de gestion compétente des agrégats économiques intelligemment associés. Là, vous êtes dans les théories. Il ne vous reste qu'à prendre le pouvoir. Mais je suis en train de lutter pour ça. Ah, d'accord. Je suis en train de lutter pour ça. C'est pourquoi je vous parle de la nécessité d'aller vers une véritable démocratie, une démocratie qui soit au service des plus vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Non, revenez sur terre un peu là. Et dites, sortez des théories et allons dans le concret. Une démocratie véritable, etc. Tous ces trucs que vous enjolivez de qualificatifs, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une démocratie. De votre point de vue? C'est une démocratie à l'intérieur de laquelle le pouvoir économique est entre les mains de ceux qui produisent la richesse nationale au quotidien. Aujourd'hui, le pouvoir économique est dans les mains de qui? Non, le pouvoir économique est entre les mains d'opérateurs économiques qui, depuis 26 ans, ont toujours financé d'acteurs politiques et ont toujours capté le pouvoir d'État qu'ils ont mis au service de leur intérêt. Est-ce que votre roi, Boni Yayi, peut se départir de cette méthode-là? Sous Boni Yayi, on n'a rien vu de tel. Non, lorsqu'il a voulu se départir de cette méthode, vous avez vu ce qui s'en est suivi. À partir de 2012, tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État, le Bénin est rentré dans une spirale infernale de grève, de marche, de tout ceci. Ça a fini par ce que nous savons, et donc c'est la suite logique des choses. Alors, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas dîner avec le diable, même si on a une longue cuillère. Et donc, très tôt, Boni Yayi... Dans l'histoire, c'est qui le diable? Non, écoutez, s'il vous plaît. Le diable, c'est le diable. Ah bon? il est logé sur terre ou belle définition dans les cieux. Une excellente définition, oui. Mais attendez, quelqu'un a-t-il jamais vu Dieu? Vous voulez voir Dieu, vous verrez un homme. Vous voulez voir le diable, vous verrez un homme. Ah d'accord. Donc le diable s'est incarné. Et donc je dis, vous ne pourrez pas dîner avec lui même si vous avez une longue cuillère. Et quand vous avez déjà soupé à sa table et que vous voulez vous départir, alors ça devient plus compliqué. Mais moi, je prône ça parce que, comme l'a dit quelqu'un,
Il dit, le prince des ténèbres vient, il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous sommes dans une démarche organisée, méthodologique. Et notre ambition, moi, ce n'est pas de perdre du temps à venir dire qu'est-ce que M. Patrice Talon fait de mauvais. Le diagnostic est fait, M. Patrice Talon ne connaît pas. Et donc, comme il ne connaît pas, il ne peut pas réussir. Comme il ne connaît pas, il ne peut pas faire autrement. Donc, vous avez déjà décrété, il a échoué. Très bien. Alors, je voudrais rappeler un autre extrait de votre déclaration du 3 septembre, Fred Koum. Je vous cite. Nous sommes à la croisée des chemins. Après 5 mois d'exercice du pouvoir d'État, je voudrais que vous compreniez et que vous réalisiez que dans la démocratie made by Patrice Talon et compagnie, le pouvoir appartient aux possédants et à leur seul service. Le pouvoir n'appartient pas encore aux larges masses populaires qui s'échinent dans la production de la richesse nationale tous les jours. Alors, sous Boni Yayi, quelles étaient ces populations auxquelles le pouvoir appartenait? Vous avez vu les politiques sociales de Boni Yayi en direction des femmes. Une grande partie de la richesse nationale a été léguée à nos sœurs. Quoi, vous parlez des microcrédits et à nos mères. Je parle de tout ce qui a été initié. Gratuité de la césarienne, les microcrédits. Je parle de toutes ces choses. Vous avez vu, quand l'État a repris en main le secteur de la production agricole, vous avez vu les exploits qui ont été faits. Vous avez vu la satisfaction des cotonculteurs. Vous avez vu des mesures d'accompagnement qui ont été proposées pour sortir notre jeunesse du chômage et de la pauvreté. Ouais, vous nous décrivez comme paradis. Il a 6 mois, on était au paradis. En principe, non. Notre jeunesse étant sortie du chômage, il ne devrait plus actuellement se poser le problème de chômage dont vous parliez et qui se pose, ma foi, avec une grande acuité. Mais lorsque le nouveau départ, où la rupture est définie comme anarchisant, montrant que rien de valable n'avait jamais existé, et qu'on supprime tout. Parce que dites-vous bien, il y a beaucoup de choses qui sont supprimées sans que ça ne passe à ce qu'on nous fait voir les mercredis. Là. Mais renseignez-nous, qu'est-ce qui a été supprimé? Et donc, quand on prend des mesures, écoutez, dites-moi, depuis que le président Talon est venu là, qu'est-ce qu'on a fait de la NPE? Qu'est-ce qu'on a fait du On a supprimé ça, la NPE. Non. J'ai dit qu'est-ce qu'on en a fait. Je n'ai pas dit qu'on a supprimé. J'ai dit qu'est-ce qu'on en a fait. La NPE fonctionne, monsieur. Ah bon? Ah oui, parce que vous n'êtes pas au courant. Et les jeunes sont là depuis, ils n'ont pas de salaire. Ah, d'accord. Très bien. Moi, je n'en sais pas. Je suis pas inscrit à l'ANPE. Mais l'ANPE, c'est fait pour aider les jeunes qui sont en quête d'expérience, en attendant que la République ne puisse leur offrir des conditions meilleures. Très bien, mais est-ce qu'on doit considérer ça comme un emploi, ce qui se fait à l'ANPE? Non. Ah bon? Non. Alors, ça quand vous parlez, donc, ça ne peut pas être considéré comme un emploi décent, mais c'est considéré comme un palliatif à la souffrance. Même en France, cela existe pour l'emploi. Donc, du Zoro plutôt que de la bonne chirurgie. Non, écoutez, c'est déjà ça. C'est déjà ça en attendant de trouver des solutions innovantes. Parce que il n'y a pas de solution définitive tant que nous ne revoyons l'option que nous faisons de notre démocratie libérale. Mais je vous l'ai dit, une démocratie libérale, attendez, le libéralisme, doctrine économique qui a été inventée en Europe pour propulser l'essor de la bourgeoisie industrielle. Dans notre pays là, comment c'est conçu? Comme la démission de l'État dans tous les secteurs de l'édification de l'économie nationale, ou le bradage des secteurs de production de richesses au profit de quelques individus. On a vécu dans ça tout le temps, et vous voulez qu'on réduise le chômage? Je dis, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut anéantir le chômage, qu'on peut anéantir la misère. Mais pourquoi vous n'avez pas fait alors avec Boni Yayi? Pourquoi vous n'avez pas pu, puisque vous étiez aux affaires, que vous défendez les politiques de Boni Yayi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu anéantir et terrasser le chômage et qu'il est aussi prégnant encore aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas été fait? Ben, comme je vous l'ai dit, lorsque Boni Yayi lui-même, je ne suis pas son avocat. Vous avez resté à côté de lui pendant 6 ans. Je ne suis pas son avocat. Peut-être que vous lirez un jour ses mémoires. Mais lorsque Boni Yayi s'est rendu compte, alors là, c'était déjà trop tard. Lorsqu'il a voulu se départir d'une certaine nomenclatura dans la gestion des affaires. C'est la nomenclatura qui lui aidait à régler le problème du chômage. Vous avez vu comment cette histoire s'est soldée? Mais Boni Yayi n'a jamais eu des problèmes
avec les Béninois d'en bas. Tout le problème de Boni Yahi, c'était avec les acteurs politiques et les opérateurs économiques. Donc tout l'échec de Boni Yahi s'appelle à un seul nom, Patrice Talon. Non, je vous comprends bien. Non, je ne dis pas ça. Les trébuchements, les échecs accumulés par Boni Yahi, c'est Patrice Talon. Je ne dis pas ça. Enfin, on peut faire une petite conclusion comme ça. Mais je ne dis pas ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque M. Patrice Talon a été élu président de la République, au fond de moi, je me suis dit, les voies du Seigneur sont insondables. Voilà Dieu qui donne la possibilité. Il nous conduit là où il veut, pas des chemins sinueux, dit-on. Voilà Dieu qui donne la possibilité à un monsieur de se racheter. D'accord. De se racheter. Et 6 mois après, je ne le vois pas sur le chemin du repenti ou le chemin du rachat. Je le vois encore s'enfoncer davantage. Non, écoutez. Il est sur quel chemin là? C'est l'austérité totale. Il n'y a que lui qui ait droit d'exister, lui et ses semblables. Mais c'est dangereux. Les milliards de nos francs ne sont envoyés que dans les secteurs où lui là pillon sur rue. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans l'entreprise Patrice Talon. Et dites-vous bien, voilà pourquoi je dis que aujourd'hui nous sommes dans l'état Patrice Talon et compagnie. En 90, nous avons dit plus de parti-état. Mais là, en 2016, nous sommes de plein pied dans l'état entreprise. Ça sonne d'une... Ce que vous dites là, enfin, je sais pas, Vigile, je me perds un peu là. Ça sonne bizarrement dans mes oreilles quand vous parlez de parti-État, Fred Dikounou. En 10 ans, Boni Yahi a fait quoi? Avec son FCBE, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que le parti-État? Alors quand c'est vous qui dites ça, enfin, j'hallucine quand même un peu là, non? Écoutez. En 10 ans, il y avait les FCBE, il y avait l'Union fait la Nation. Ah mais tout cela ont disparu. Il y avait plusieurs autres formations politiques qui étaient là. Qui dirigeait le pays? Qui dirigeait le pays? Est-ce que l'Union fait la Nation? Non, Boni Yahi dirigeait le pays. Mais avec les FCBE. C'est quand même normal que vous puissiez diriger avec vos proches, qui partagent la même conviction que vous. Je ne reproche pas à M. Patrice Talon de diriger avec ses proches. Non, je ne l'accuse pas sur ce terrain. Mais ce que je lui reproche, c'est que les ressources du pays, les maigres ressources du pays, n'avaient-ils pas dit le conteneur d'argent pour régler la question des Béninois est déjà là. Vous savez, il a dit où? Il a dit pendant les campagnes. Quand je vois M. Patrice Talon... Oui, Boni Yahi aussi a dit la même chose en 2010, en 2011. Vous savez ce que ça me rappelle? La valise de la prospérité. La valise de la prospérité. Quand je vois M. Patrice Talon... Donc il faut lui donner le Quand je vois M. Patrice Talon, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle ce que Nathan est allé dire à David. Il dit, dans ton royaume, il y a un monsieur qui a plusieurs moutons. Mais lorsqu'il a reçu un invité là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre le mouton de la pauvre dame et a tué ce mouton. David dit, mais dis-le-moi! Il ne peut pas vivre dans mon royaume. Il dit, je vais l'égorger. Il dit, mais c'est toi. Monsieur Patrice Talon, avec tout ce qu'il a, il faille maintenant qu'il vienne encore s'accaparer des ressources de ces pauvres Béninois qui hier n'avaient presque rien. Aujourd'hui, ils en ont encore moins. S'il vous plaît. Alors, ils en ont moins, dites-vous, aujourd'hui. Vous avez parlé d'austérité, vous n'avez fait que parler de mesures sociales. Vous avez vanté les mesures sociales de Boni Yahi, mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une étude récemment publiée, le compte rendu en a été fait sur les médias, je l'ai lu, 41% de nos concitoyens aujourd'hui sont pauvres, 41%, alors qu'en 2006, quand Boni Yahi prenait ce pays, ils étaient 37,2%. La pauvreté a-t-elle progressé, oui ou non? Ça, ce sont des faits, c'est des chiffres, c'est pas moi qui les ai inventés. Est-ce que la population de 2006 est la même population qu'en 2016? Ah, donc, d'accord. Les personnes riches créées par Boni Yahi sont des enfants qui sont pauvres. Je vous parle de la gestion des agrégats économiques intelligemment associés aux agrégats sociaux. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas diriger une nation. Oui, mais est-ce que les résultats de ces chiffres avancés par Wilfried Hervé Adon, est-ce que ces résultats-là reflètent que Boni Yahi a pris les bonnes options pour faire ce que vous dites? Je ne veux pas contester ces chiffres. Non, ça c'est officiel. Vous pouvez je dis, je ne veux pas. Je n'invente rien non, du tout. Pas par rapport à vous. Je ne veux pas contester ces chiffres. Cette étude, dans cet environnement. Parce que moi, depuis que M. Patrice Talon est venu, moi, je vois la magie des chiffres. Moi, je vois la magie des audits, moi, je vois beaucoup de magie. Et donc, moi, je regarde les choses avec pincette. Mais une chose est sûre, la population béninoise. Mais pourquoi n'a-t-on pas dit qu'on a porté quand même la croissance économique jusqu'à 5%? On n'en parle pas.
Mais ça, c'est réel, ça. Sous ce groupe, le président Soglo, c'était à 6%, en fait. Vous vous en souvenez quand même. Zadi, vous savez quand même. Vous savez pourquoi je vous apprécie. Il n'y a rien que Boni Yayi a inventé là. Vous savez pourquoi je vous apprécie. Je vous apprécie parce que tellement quand on va vers Talon, vous revenez à Yayi Boni. Et quand on trouve la pauvre, vous revenez à Soglo. Vous savez pourquoi on est dans cette démarche? Parce qu'on vous a vu ici défendre avec une détermination rare, n'est-ce pas, les prouesses, je mets ça en griffe, de Boni Yayi. Alors, aujourd'hui, j'assume entièrement oui, bien sûr. mon appartenance. Mais le contraire aurait été surprenant quand même. Je l'assume. Oui. Et je suis fier d'avoir participé à la gestion de ce monsieur qui a fait du Bénin Paradis. Non, qui a fait du Bénin Paradis. Très bien. Mais qui a su en son temps apporter, dans les conditions qui étaient les siennes, les vraies réponses aux vrais problèmes. Frère Tronou, quelle relation avez-vous aujourd'hui avec Boni Yayi? Non, je crois que nous avons de très bonnes relations. C'est vrai que... Est-ce que vous voyez encore? Non, je n'ai pas vu le président Boni Yayi depuis un moment. Mais parce que des avocats comme vous, il en compte de moins en moins. Non, mais je ne suis pas tenu de le voir. Écoutez, j'ai dit aux heures de nos troubles et de nos déchirements, parce qu'il y en a eu, le président Boni Yayi et moi, on en a eu ensemble. Parce que c'est vous qui dites que nous défendions. Il y a eu des positions que j'ai eues. Mais j'ai dit au président Boni Yayi, monsieur le président, quand vous allez finir et que vous ne serez plus au pouvoir, vous compterez vos amis. Vous me trouverez toujours debout. Parce que je suis ce qu'on appelle the last standing man. Je suis la dernière personne à se tenir debout lorsque tout le monde est par terre. Et aujourd'hui, le président peut le constater. Une sorte d'éléphant, on dirait. Non, pas une sorte d'éléphant. Pas une sorte d'éléphant. Mais vous savez... Le fou du roi. Non, monsieur Vigile, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas. N'utilisez pas cette expression de manière péjorative. Comme les gens. Pas du tout. Parce que nos compatriotes qui n'ont pas votre background vont finir par vous coloniser. Alors, frère Renaud, aujourd'hui, vous êtes opposant à Patrice Talon, c'est clair. Nous l'avons entendu dans cette émission. Mais certains qui vous percevant comme un éternel transfuge, qui change de conviction comme on change de chemise, n'exclut pas dans leur analyse la possibilité de vous voir en train de soutenir Patrice Talon, comme vous l'avez fait déjà à Boni Yayi, malgré votre dernière posture, malgré le GMS, etc. C'est possible ou c'est radicalement exclu qu'on vous retrouve aux côtés de Patrice Talon? Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous aviez dit d'entrée, j'étais avec Kérékou, ensuite Wilfried Kérékou, Kabarou Fassassi. Je vais vous dire un truc. C'est normal que quand vous avez été adopté par le Père, que vous soyez co-héritier avec le Fils, et qu'ensuite, quand vous avez été adopté par Dieu, qu'on vous confie à un ange. Nous sommes dans une logique familiale. Donc, c'est pour vous dire, entre le président Kérékou, entre Wilfried Kérékou, qui est un ami frère, et entre le ministre Kabarou Fassassi, il n'y avait pas de différence, puisque c'était la même idéologie. Maintenant, je vais vous dire, j'ai été opposé à la politique de Boni Yayi en matière de sa politique en faveur de la jeunesse de 2006 jusqu'à 2010. En 2010... C'est ça qui vous aura valu votre poste de conseiller à la jeunesse? En 2010, pour des raisons purement politiques, je l'assume, je les rejoins. Parce que je n'ai pas vu l'Union fait la nation gagner les élections. Parce que je n'ai pas vu l'Union fait la nation... Non, je ne l'ai pas vu. Vous restez jamais là où on ne gagne pas. Non, mais en réalité, la question est très simple. Je n'étais pas membre de l'Union fait la nation. J'ai été représenté, Kabarou Fassassi, je le dis, je le répète, pour la dernière fois à la Convention de l'Union fait la nation. Je mets au défi les acteurs de l'Union fait la nation, que ce soit le président Mbedi, le président Amosso, Udi Kolole, ou tous les autres, de dire une seule fois que moi je suis un membre de leur regroupement ou d'un seul de leur parti politique. C'est faux. Archi faux. Et je les mets au défi de dire, nous avons pu à un moment donné accompagner Fred, que ce soit du point de vue idéologique, politique ou matériel. Je les mets au défi, ils ne peuvent pas le dire. Votre école, c'est Boni Yayi. J'assume. Mon école, ça a été Kérékou, et j'ai appris beaucoup de choses aux côtés de Boni Yayi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand vous dites, je ne reste jamais là où on perd, mais je suis resté avec Boni Yayi jusqu'à la fin. Je suis resté. Il était au pouvoir. Voilà, on gagne. Et je continue. Non, c'est pas évident. Ah, d'accord. Ce n'était pas évident. J'ai défendu une conviction. Le candidat proposé par la mouvance présidentielle essuyait beaucoup de critiques. J'ai défendu cette conviction jusqu'à la fin. Quand vous dites que je ne reste jamais là où non, mais pour revenir à votre question, pour ne pas discourir, voici ce que je dis. Et je le dis sur votre antenne aujourd'hui. Nous prenons date. Dimanche 25 septembre
2016, au GMR, voici ce que nous disons. Ni trêve, ni compromis avec M. Patrice Talon. Le débat est terminé. Soyez clair, parce que Ni- demain vous allez ni faire trêve, une explication de texte. Qu'est-ce que vous dites ni exactement? trêve, ni compromis. C'est clair. Non, non, enfin, Soyez clair pour peut-être tout le pour nous, monde. mais vous soyez savez. clair pour ceux qui nous Oui. écoutent. Est-ce qu'on vous retrouvera demain en train de défendre Patrice Talon ou défendre ses projets, ses idées dans les médias? Ça, c'est la question, elle est directe. Oui ou c'est non? C'est une question fermée, Fred Quenou. Il n'y a aucune chance que le GMR se retrouve aux côtés de M. Patrice Talon. Parfait, ça c'est très clair. Le grand rendez-vous. Alors, les Fous du Roi, c'est perçu comme un groupe de jeunes gens fanatiques griots du régime défunt. Depuis l'éclatement de ce que l'on peut appeler l'affaire Ségub dans l'opinion, ils apparaissent plus comme des rentiers d'une filière qu'on dit juteuse, Virgile. Quel a été concrètement le rôle de Fred Quenou dans la déprédation des ressources provenant de la filière des véhicules de location? Pourquoi vous riez? La filière des véhicules d'occasion. C'est-à-dire... Pourquoi vous riez? C'est-à-dire, ça me fait toujours sourire Ah oui, pourquoi? parce que, comme je le dis, c'est... Disons que c'est une amnésie sélective du régime du nouveau départ Ah oui. que de s'attaquer à cette filière. Mais les autres? Mais écoutez, c'est très simple. Nous avons créé en 2012 une société, GPS, Groupe Entreprises Sport et Services, qui a bénéficié d'un agrément du gouvernement béninois dans le cadre de la filière de la gestion de la filière des véhicules d'occasion, notamment la gestion, le mini-convoyage des véhicules des parcs de vente vers les parcs de regroupement. Cet agrément, avant GPS, était géré par une société nommée BNS qui avait été accréditée auprès de Bénin Control. Fixez le micro, s'il vous plaît. Cet agrément, avant GPS en 2012, était géré par une société BNS qui, elle, avait été accréditée auprès de Bénin Control. Au mot Bénin Control gérait encore la filière. Cette société a géré de novembre 2011 jusqu'au 13 septembre 2012 avant que GPS ne rentre dans ce secteur d'activité. GPS a géré jusqu'au 1er décembre 2015 avant de se voir retirer son agrément par le gouvernement de Boniaï. On vient, on fait un audit et l'audit n'incrimine en rien BNS par exemple. Pourtant, BNS avait géré avant nous. On ne les a jamais écoutés. S'il vous plaît. Et on dit que l'audit, d'abord, la période a été sélective, mais je ne vais pas en parler, d'autres en parlent déjà suffisamment. Mais quand on nous fait un audit d'avril 2012 à avril 2016, on ne peut pas quand même oublier une société qu'on a accréditée soi-même. BNS dont vous parlez, c'est une société de Patrice Talon? Non, écoutez. Non, parlez clairement pour que les Béninois puissent vous comprendre. C'est une société des amis de Patrice Talon. N'oubliez pas que Patrice Talon, à l'époque, n'était pas encore président de la République. Il était président du conseil d'administration de Bénin Control. Et c'est lui qui gérait la filière des véhicules d'occasion. Mais pourquoi on n'audite pas Bénin Control? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? La question, c'est ceux qui sont aux affaires qui y répondront. Ah, donc, mais, d'accord. Mais je suis séduit par votre façon de vous défendre, frère. Non, ce que je voudrais dire. Depuis le début de cette affaire, attendez, depuis le début de cette affaire, nous avons vu des gens porter contre les compagnons de Boniaï des accusations qui sont quand même assez graves, qui se portent en milliards. Quelles sont les accusations? Attendez, et que disent-ils? On nous a dit par exemple que il y a des évasions de recettes au niveau de la Ségub, 14 milliards qui ont été emportés par des gens qui n'ont rien fait. Ça, c'est ce qui est retenu dans l'opinion. Attendez, j'ai pas fini ma question. Alors, et qu'est-ce que vous avez comme argument pour vous défendre? Eh bien, les autres aussi sont dedans. Non, moi je... C'est ce que vous semblez dire là. Je vous parle de ma structure. Attendez, on n'a pas audité BNS, on n'a pas audité... Mais est-ce que ce qu'on vous reproche... Monsieur Adou, je ne vous parle pas de 14 milliards qui se sont évadés de la Ségub. Il y a des gens plus autorisés qui pourraient vous en parler par exemple. Moi, je vous parle, s'il vous plaît, parce que je n'étais pas à la création de Ségub. Moi, je vous parle de GPS. D'accord. On nous accuse d'avoir perçu de l'argent sans avoir fourni la prestation. C'est vrai ou c'est faux? Et je dis c'est archi faux. D'accord. Mais maintenant, c'est très simple. Comme le gouvernement a resté et que nous sommes maintenant dans les auditions préliminaires à la BEF, nous attendons patiemment que le dossier soit transmis à la justice.
N'est-ce pas la justice qui dit le droit? N'est-ce pas la justice qui départage? Donc, on calme les ardeurs. Nous sommes sereins. Nous sommes entièrement sereins. Et puis, je voudrais vous dire une chose. Je suis triste. Je suis très triste parce que j'ai tellement de choses à dire sur cette histoire. Mais ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Nous aurons le temps d'aller faire nos débats et nos déballages à la justice. Très bien. Alors, c'est assez clair ce que vous avez dit. En entendant, je ne sais pas si c'est clair pour nos auditeurs. De toute façon, ils vont appeler dans cette émission à partir de maintenant pour vous poser des questions. 64 44 02 44 66 75 72 72. Le premier auditeur est-il en ligne? Oui. Bonjour. À qui avons l'honneur? Allô? Oui, à qui avons l'honneur? Oui, ici Valentin Ayon de Thionville. Oui, monsieur Ayonou, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. J'ai 2 questions au compteur, monsieur le journaliste. Ma première question, monsieur Fred, bonjour. Oui, il vous écoute. Ma première question est celle-ci. En tant que ami de bord politique de monsieur Agota Irénée, qui a dit dans les locaux de la 106.fm sur cette même chaise que monsieur Fred Oukénou, qui disait pour la candidature de Patrick Talon, qui combattra à tout, contre tout vent et marée, la candidature de Patrick Talon pour le faire échouer aux élections présidentielles. Ma question pour votre invité, c'est de savoir s'il était à la place de M. Irénée Agota, qui avait fait une très belle déclaration sur les antennes, quel serait son état d'âme aujourd'hui, monsieur le journaliste? Ma deuxième question, en tant que ami de bord politique de M. Yaïboni a dit sur les chaînes hier à Chaourou qu'ils ont de respect pour les nouvelles autorités de ce pays, les nouvelles autorités, à savoir M. Patrick Talon et ses ministres. Que pense-t-il de ce que le président a dit, M. Yaïboni a dit sur les antennes, monsieur le journaliste? Merci beaucoup, monsieur Ayonou. Bonne journée à vous. Nous allons prendre un autre auditeur au standard. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à Sylvain Bossou depuis Azafet. Oui, monsieur Bossou, allez-y pour vos questions. Oui, et tout à l'heure, dans son speech, M. Fred disait tout à l'heure que les auditeurs de Soleil FM n'ont pas la clairvoyance. Pourquoi est-il venu sur le plateau? Pour lui dire que les auditeurs du Soleil FM ont la clairvoyance, c'est que nous avons compris son jeu, en tout cas, par exemple, les fous du roi. Quand on n'a pas cité leur nom dans certains dossiers, donc c'est à ce moment qu'ils sont revenus donc, dans l'actualité. Monsieur Bossou, pardon. Oui. Oui. Nous avons dit de poser des questions. Et monsieur Kouenou s'est repris quand on faisait le débat, il s'est repris et s'est même excusé. Donc, on ne va pas s'étendre sur ça. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? En tout cas, bon. Et ma question, c'est de lui demander, quand quelqu'un est malade depuis 10 ans, d'accord, et il a été traité pendant 10 ans par un médecin, et après le médecin, en tout cas, les gens ont compris que ce médecin est compétent, et on l'a mis de côté. Et un autre qui vient, et pendant 6 mois, lui n'a pas encore bouclé 6 mois ou 7 mois, et on voit que tout est malade, et bon, pas dit je suis malade. Est-ce que c'est juste ces propos-là? D'accord, très bien. Est-ce que c'est juste ces propos? Il vous répondra. Merci beaucoup, monsieur Bossou, et bonne journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Moi, c'est l'avenir Sabourin. Oui, monsieur Sabourin, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Frédéric. Bonjour, monsieur Sabourin. Oui, je vous admire, j'ai du plaisir à vous écouter. Mais ce matin, vous étiez passé à côté de la plaque. Ma première question, est-ce que vous fier aujourd'hui d'appartenir à un gouvernement de Yahi? Pouvez-vous nous faire un rapport instinctif, le rapport que vous avez eu avec Patrice Talon et Yaïboni aujourd'hui? Est-ce que la gestion de Patrice Talon, la gestion du moins de Yaïboni, a permis aux Béninois d'avoir les 3 repas par jour? Êtes-vous fiers de ce qu'aujourd'hui, parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous peignez tout en noir concernant ce Talon en 6 mois? Est-ce qu'en 6 mois, on peut faire une comparaison exhaustive par rapport à 10 ans de gestion de quelqu'un? Nous voulons que vous soyez clairs et je vous remercie. Bon week-end à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Sabourin, et bonne journée à vous. Nous allons prendre quelques 2 auditeurs encore. Bonjour, à qui avons l'honneur? Bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Arma Issiba, je m'appelle. Monsieur Issiba, allez-y pour vos questions. Oui.
Je voudrais revenir un peu sur les mesures sociales dont parlait M. Fred Renaud. Quand je prends le secteur de l'enseignement, où on décrète au beau milieu de l'année la gratuité pour la scolarité des filles. Et qu'à la fin de jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juillet, après les examens, les subventions ne tombent pas. Comment veulent-ils que les écoles fonctionnent? Très bien, monsieur Isiba. Apparemment, nous avons perdu, mais on a bien noté votre question. Bonne journée à vous, un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Sébastien Nyonhossou, je vous appelle depuis Nichelo. Monsieur Nyonhossou, allez-y pour vos questions. Oui, ma première question, pour aller rapidement. Est-ce que monsieur Penou reconnaît que beaucoup de jeunes sont fâchés contre lui, si vous m'excusez le terme, parce qu'ils ont manqué l'argent sur la tête des jeunes? Il prend le nom des jeunes pour prendre des sous partout pour dire qu'il défend les jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les jeunes? Combien de jeunes ils ont recruté? Ils n'ont qu'à nous répondre ça correctement. Combien de jeunes, au nom de qui ils travaillent, ils appellent toujours? Combien de jeunes qui émaillent chez eux aujourd'hui ou bien qui travaillent dans les côtés, à leurs côtés? Et ma deuxième question, est-ce que je vais demander à M. Frère Koueno, est-ce que l'homme peut prendre la politique comme un métier? Parce que j'ai constaté à chaque gouvernement, il fait tout pour pouvoir trouver une place à côté de ses gouvernants pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est au nom des jeunes, il fait tout ça là. Merci beaucoup, monsieur Nyonhossou. Vous êtes le dernier auditeur de la série de ce dimanche. Nous revenons dans ce studio pour permettre à notre invité d'apporter quelques réponses rapides à ces préoccupations de nos auditeurs. Monsieur Ayonou, on dit que René Agossa, qui est sans doute votre ami aussi, était passé dans ce studio, qui a annoncé, déclaré qu'il combattra Patrice Talon de toutes ses forces et de toute son âme. Si vous étiez à la place de René Agossa, quels seraient vos sentiments aujourd'hui? Bon, voilà la question de l'auditeur. Bon, je ne pourrais pas répondre à la place de M. Agossa, mais ce que je voudrais dire, je suis déjà à la place de M. Agossa, puisque j'ai aussi fait campagne pour que M. Patrice Talon ne soit pas élu. Mais comme je l'ai dit tantôt, après l'élection de M. Patrice Talon, je me suis dit que les voix du Seigneur étaient insondables. Et donc, le Seigneur voudrait utiliser M. Patrice Talon certainement pour apporter lui-même les solutions de ce à quoi il a contribué et qui aurait quand même détruit le pays. Et donc, s'il le fait, c'est tant mieux. Il sera, je crois, exempt devant Dieu et peut-être devant le peuple béninois. Ce que vous dites, c'est Boni Yayi qui a géré le pays, mais c'est Patrice Talon qui l'a détruit. Il a contribué quand même à ça. C'est ça la logique. Il aura contribué à cela. D'accord, très bien. Alors, Boni Yayi a dit avoir du respect pour les autorités de ce pays. Il a dit, selon l'auditeur à Savert cette semaine. Que pensez-vous de cette déclaration? Non, je pense que c'est un bon démocrate et c'est normal qu'il ait du respect en tant qu'ancien président. Il a retrouvé les voies de la sagesse, on peut dire? Je ne sais pas s'il les avait perdues auparavant. Ah, d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que démocrate, en tant qu'ancien président, c'est normal qu'il ait du respect. Puisque Boni Yayi, quand il était président, disait toujours le costume présidentiel, je vais le déposer et d'autres viendront le porter. Alors si vous passez le temps à verser de l'huile rouge sur ce costume qui est blanc, c'est le même que vous allez reporter. Alors, est-ce que Fred Renaud a du respect pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui? Oui, beaucoup de respect pour eux. Beaucoup de respect. Malgré tout ce discours. Non, mais écoutez, je tiens un discours parce que je suis un acteur politique. À ce que je sache, à moins que vous dites que j'ai... Dans certains jeux. Donc j'ai encore injurié les aînés. Dans certains jeux. Donc si je les injurie, je leur présente encore mes excuses. Vous nous rappelez encore l'épisode avec Bruno Amoussou? Oui, parce que dans ce pays, lorsqu'un jeune critique dans une certaine mesure, on trouve qu'il injurie les aînés. Alors non, j'ai du respect pour ceux qui nous dirigent actuellement, parce que les Béninois leur ont confié leur destinée, mais moi-même, les Béninois m'ont confié un rôle. Le rôle de dire ce que je pense. Non, vous avez été mandaté, monsieur Renaud. Qui vous a mandaté, vous? Les Béninois, en mettant dans la constitution de notre pays
que la liberté d'expression est un droit sacré, et en me consacrant citoyen béninois, ils m'ont donné la possibilité de pouvoir m'exprimer. Et donc je m'exprime. C'est un raccourci quand même un peu forcé là, donc quand même. Bon, enfin, revenons à notre sujet, aux questions de nos auditeurs. Je pose une question, monsieur le journaliste. Pour une fois, c'est sûr, je ne veux pas répondre. Dois-je être un élu avant de pouvoir m'exprimer sur la gestion de mon pays? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, les auditeurs, voilà, c'est M. Bossou. Quand un malade a été malade, comme il le dit, ou quelqu'un a été malade depuis 10 ans et que depuis 6 mois en train de le soigner, etc., est-ce qu'on doit dire que celui qui soigne à nouveau ne fait rien quand l'autre l'a soigné pendant 10 ans sans obtenir les résultats? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit une chose, j'ai dit qu'il y a une erreur de diagnostic que le médecin a fait. Et quand on est un médecin et qu'on dit je suis prêt maintenant et tout de suite, quand on est médecin et qu'on dit aux compatriotes je veux pouvoir diriger, c'est qu'on a déjà sondé la plaie. Mais on se rend compte qu'on veut guérir une plaie qu'on n'a pas sondée. Et donc par conséquent... On pourrait en dire autant de Bouniaï en 2006. Il était un parfait inconnu de la chose politique en venant au Bénin ici. Vous n'étiez pas au courant, on dirait. Les actions de Bouniaï, les 6 premiers mois de son premier quinquennat, sont plus significatifs que ce que nous voyons maintenant. Que ce que nous voyons maintenant. D'accord, ça c'est votre opinion. Peut-être que tout le monde ne partage pas ça. De toute façon, on va... Mais moi, j'ai jaugé les actions de M. Patrice Talon. Je vous ai dit, à la lueur de ce que c'est que la gouvernance publique. J'en ai énuméré les critères. Et tous les Béninois sont libres de voir si M. Patrice Talon, dans sa gouvernance actuelle, respecte un de ces critères. S'il les respecte, tant mieux. Monsieur Sabourin, on voudrait savoir si vous êtes fier d'avoir participé à la gouvernance de Bouniaï. Je crois que ça vous l'avez dit. Vous êtes fier, vous assumez je suis intégralement. Totalement fier d'avoir participé à ça et j'assume. Très bien. Le rôle Alors, qui a été le il continue en disant, est-ce que la gestion de Bouniaï a permis à tous les Béninois d'avoir au moins 3 repas par jour? Non, écoutez... Parce que c'est ce que vous semblez défendre. Non, je n'ai pas défendu ça non plus. Ah, d'accord. C'est un idéal que nous sommes en train de construire. Et est-ce que la gestion de Soglo avait permis à tous les Béninois d'avoir 3 repas par jour? Est-ce que la gestion de Kélékou avait permis à tous les Béninois d'avoir 3 repas par jour? Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais je disais qu'hier, les Béninois n'avaient déjà presque rien, même avec la gestion de Bouniaï. Aujourd'hui, ils en ont encore moins. Et c'est de ça dont je parle. Mais ça dit ceux qui n'avaient presque rien hier. Donc la situation s'est extrêmement dégradée en 6 mois. Et la pauvreté, n'est-ce pas, a pris du galon, et puis etc. en 6 mois. C'est ça que vous soutenez. Allez dans nos marchés, allez dans l'administration publique, et vous constaterez que l'extrême misère sévit au sein de nos populations. L'extrême misère. L'extrême misère. Vous voyez ce qui s'est passé à Tori? J'ai vu le président de la République. La même chose s'est passée à Tangueta quand Yaïbouni était là. Oui. Donc l'extrême misère n'est pas née hier. Monsieur le journaliste, vous trouvez toujours. Eh bien oui, parce que ce que vous sont des faits. Mais ce sont des faits. Je travaille avec les faits. Le journaliste que je suis travaille avec les faits. Donc c'est des faits cycliques. Alors si c'est des faits cycliques. Si ce sont des faits cycliques. Très bien. Vous conjurez le soir. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Donc je n'ai pas tort d'avoir dit que le temps est venu pour nous d'amorcer la lutte pour l'instauration de la véritable démocratie. Et de mettre cette démocratie au service des plus vulnérables de notre pays. Donc les Béninois ne devaient pas être offusqués de ce que j'ai déclaré cela. Très bien. Alors, vous payez tout en noir en 6 mois, alors que le Bouniaï dont vous défendez la cause a eu 10 ans pour poser les pas, qui sont des pas tout aussi critiquables. Est-ce que c'est logique, M. Sabourin? Non, il dit que je peins tout en noir. Je ne peins pas tout en noir. Je vous dis la couleur réelle de ce qui est. Bon, si lui là, et c'est ce que moi j'aime, si lui il connaît un seul acte que M. Patrice Talon a posé, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Béninois depuis qu'il est arrivé, on y va. N'oublions pas que dans une démocratie, ce qui compte, ce sont les actions en direction des couches majoritaires. Et dans le cas d'espèce, les couches majoritaires ne se reconnaissent pas encore à travers ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Très bien. Ça va toujours. Il demandait quelles étaient vos relations hier avec Patrice Talon. Pas de relation. Vous avez tous fait Bouniaï, on va dire ainsi?
Oui, mais on ne se connaissait pas. Monsieur Patrice Talon et moi, nous nous sommes vus une seule fois. J'étais à Paris. Il m'a fait l'amabilité de m'inviter à Paris en juillet 2015 pour me faire part de son ambition et de son projet de société. En 2015, vous avez dit. En 2015. Déjà après son divorce avec Boni Yayi. Bien sûr. De son projet de société, de son ambition, nous en avons échangé et j'ai dit ce que j'en pensais. Ça s'arrête là. Et vous en pensez quoi? Je le lui ai dit en son temps. Vous n'avez pas envie de partager ça avec nous? Non. Alors, très bien, très bien. Monsieur Issiba rappelle que pendant tout le temps, vous avez parlé de mesures sociales, de la gratuité, par exemple, de la scolarisation, etc. Mais il observe que les subventions dont il est question ici pour soutenir les écoles ne parviennent à ces écoles-là qu'en juin, à la veille des vacances scolaires. Est-ce que quand c'est ainsi, on peut continuer à parler de gratuité? Est-ce que ce n'est pas une gratuité à crédit, ça? Monsieur le journaliste, vous avez dit que vous travaillez avec les faits. Les faits sont que monsieur Issiba, je crois, nous disent apparemment il est enseignant. Autant de Boni Yayi, dans quelle localité est-ce que les filles, depuis qu'on a décrété la gratuité, ont encore payé les frais de scolarité? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit... mais c'est de ça dont moi je parle. Attendez, la gratuité suppose que les enfants aillent à l'école et que le gouvernement envoie les ressources qui correspondent, n'est-ce pas, à leurs frais de scolarité. Mais ces frais de scolarité ne parviennent aux écoles qu'au mois de juin, alors que les gens sont sur le point d'aller en vacances. Est-ce que les parents d'élèves déboursaient de leur poche pour payer cela? Mais alors qui est-ce qui paie? Comment l'école va fonctionner? Comment l'école fonctionne si les parents ne paient plus? Le gouvernement n'envoie pas les sous, les parents ne paient plus, l'école fonctionne comment? Est-ce qu'on dit que pendant les 10 ans de gestion de Boni Yayi, l'école béninoise n'a jamais fonctionné? C'est pas ça. N'est-ce pas un problème n'a-t-elle pas fonctionné? N'est-ce pas un problème? Est-ce que l'école béninoise a fonctionné? Comment Boni Yayi a fait pour gérer ça? Ah oui, c'est un magicien. Alors, et donc Talon n'est pas magicien. C'est un magicien. Donc, il oblige les Béninois dans ce contexte de morosité où leur pouvoir d'achat est devenu encore de plus en plus faible, érodé par la situation économique de notre voisin, la situation économique du pays. Il les oblige quand même à sortir de l'argent de leur poche pour inscrire leurs enfants à l'école. Et dites-vous, et certains disent même que, écoutez, tous les Béninois n'ont pas droit d'aller à l'école. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Est-ce que le gouvernement vigile? Parce qu'il ne me semble pas avoir entendu ça. Je me trompe peut-être. Est-ce que les mesures dont nous parlons ici en faveur de l'école ont été annulées? Jamais. Jamais. Encore une fois, le ministre de ces mesures n'ont jamais été annulées. C'est quand même extraordinaire que vous dites que ces mesures n'aient pas été annulées. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, un acte d'annulation. Vous en avez trouvé, avec l'opacité qu'il y a sur la gestion actuellement du pays, pourrais-je avoir des actes, moi? Oui, mais quand des communiqués... Un opposant bonté, s'il vous plaît. Lesquels communiqués? Ce qui paraît sur les réseaux sociaux là. Moi, je ne fais plus foi à ça. Quand il a des sorties de gouvernement de réseaux sociaux, que tout ce qui est dit n'est que rumeur. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il travaille encore avec la presse, ces autorités. Attendez, Fred Renou. Si cette mesure dont vous parlez a été vraiment prise, le gouvernement n'aurait pas parlé dans ses comptes rendus de Conseil des ministres. Et je ne crois pas, moi, je peux me tromper, je ne crois pas avoir lu ça. Alors, si vous avez lu ça, je demande au ministre chargé de l'éducation, aux différents ministres, de monter au créneau après mon passage et de rappeler aux Béninois que ces mesures n'ont pas été supprimées. Alors vous affirmez des choses et ils doivent monter au créneau pour... Oui, bien sûr. Parce que déjà dans les écoles, les directeurs demandent déjà aux gens de venir payer les frais de scolarité. Nous sommes en vacances, Fred Renou. Mais ça a commencé. Nous sommes en vacances, là. Mais quand bien même... L'administration dans les écoles... Dans quelle école? L'administration dans les écoles fonctionne déjà, s'il vous plaît. Ah bon, déjà les enfants, d'accord. Très bien. Non, pas les enfants. L'administration fonctionne. Et les inscriptions ont commencé. Très bien. Alors, dans le public? Bon, on va laisser cette question. Les autorités qui sont concernées, si elles sont à l'écoute, pourraient apporter la clarification nécessaire. Beaucoup de jeunes sont fâchés contre vous, dit M. Yonkosu. Combien de jeunes avez-vous pu recruter dans un emploi, etc., pendant que vous travaillez et puis demande ensuite, est-ce que l'homme peut prendre la politique comme métier? Voilà les deux questions qu'il a posées. Beaucoup de jeunes sont fâchés. Ils parlent de qui? De quelle sorte de jeunesse? Est-ce que concrètement, vous qui dites avoir défendu la cause des jeunes, je pense, est-ce qu'il dit, qu'est-ce que vous avez apporté, quel impact vous avez apporté à la jeunesse? J'ai entendu ce monsieur dire que
on prend les jeunes et on prend de l'argent partout. C'est la conception qu'ils se sont fait de la politique. C'est pas moi qui leur ai mis ça dans la tête. C'est eux-mêmes qui sont mis ça dans la tête, ou c'est ceux qui les prennent. Ah, hélas, il en existe encore, malheureusement, des gens de ma génération qui sont encore, hélas, nourris et entretenus à la manipulation politique et qui peuvent raconter des conneries à longueur de temps. Dites-moi, qui a pris de l'argent chez qui, au nom de quelle jeunesse? Il m'a signé quelle procuration? Ou bien les jeunes là nous ont signé pour dire qu'on a pris l'argent à leur nom, et chez qui? Non, ce qu'il dit, monsieur Fred, ne veuillez pas de ne pas comprendre. Non, vous avez été nommé conseiller technique à la jeunesse du chef de l'État. Oui. Et donc, c'est au nom certainement de ce discours que vous avez toujours tenu, au nom de la jeunesse, que vous avez eu ce poste. Et en tant que conseiller technique à la jeunesse du chef de l'État, quel était mon rôle? C'est de conseiller le président de la République. Pour lui dire comment écrire. Est-ce que vous avez impacté réellement la jeunesse? C'est de conseiller le président de la République sur les mesures qu'il est amené à prendre pour endiguer un tant soit peu le chômage et la misère au sein des jeunes, et je l'ai fait en son temps. D'accord. On est à la fin de cette émission. la fin de l'émission. Quelqu'un demandait si on peut prendre la politique comme un métier. Oui. Je voudrais quand même bien lui répondre. Oui, rapidement, très rapidement. Je voudrais lui dire, la politique, c'est ce qu'il y a de plus noble. Parce que ça nous permet de nous prononcer. Est-ce qu'on peut en faire un métier? Mais quand quelqu'un dit on peut en faire un métier, c'est quoi en faire un métier? Selon lui, là, qu'est-ce qu'il y comprend? Il n'est pas là pour répondre à la question. Parce que en réalité, on va boucler. Personne ne met son métier sur la tête et passe avec. Très bien. Donc on peut être politicien, c'est un métier noble, ça vous permet d'être au service des autres. Il est temps, vous l'avez compris, Fred Renou, vous avez encore beaucoup de choses à dire, certainement. Mais il est temps de rendre l'antenne. Vous êtes le président de l'UJPB, vous êtes porte-parole du JMR, ancien conseiller technique à la jeunesse, puis conseiller chargé de l'emploi des jeunes de Bouniaï. Et vous étiez aujourd'hui notre invité, M. Renou. Merci d'être venu. Merci d'être venu en direct éclairé de votre opinion, l'actualité de cette semaine. Vigile Awansé, Wilfried Adoun, Mohamed Liamidi aux manettes. Pour la réalisation technique de cette émission, nous vous remercions de continuer à nous en rester fidèles. Nous vous retrouvons dimanche prochain, même fréquence, si Dieu le veut, avec un autre invité. Wilfried Adou, Virgile Awansé.